Je vous propose qu'on démarre la première séquence en avance pour une fois. On voit que Roland n'est pas encore arrivé. La séquence donc autour de la question de la nature en ville et du changement climatique, qui va nous parler et nous faire voyager à Libourne. Donc Libourne, ville moyenne à proximité de Bordeaux, mais pas trop près, juste assez loin, pour avoir sa vraie autonomie de projet de territoire et une vraie qualité de vie, semble-t-il. Vous allez nous en parler. Donc Jérôme Champre, donc directeur de projet paysage, écologie urbaine, urbanisme au CEREMA territoire et ville. Et puis en visio, si on y arrive, Ingrid Voisin-Chadouin, la DGS adjointe, stratégie urbaine et rayonnement patrimonial à la ville de Libourne. On est toujours très satisfait d'avoir une vraie discussion entre les techniciens et les élus, ou en tout cas les services des villes, sur les programmes tels qu'ils ont été opérés sur le terrain, puisqu'on voit bien que dans ces réalisations, il y a souvent eu des aléas et on est intéressé à les connaître. Je vous laisse la parole, je vous en prie. Merci. Donc Jérôme Champre, effectivement, je suis paysagiste et urbaniste au CEREMA, et je vais essayer de remplacer Pierre Wallet, qui est le pilote de cette opération de partenariat avec la ville de Libourne. Voilà, c'est la direction territoriale sud-ouest qui est à la manœuvre, et moi je travaille sur Lyon. Et je participe bien sûr à ce projet. Ville de Libourne, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Effectivement, c'est une ville d'un peu moins de 25 000 habitants, située dans la périphérie de la métropole bordelaise. Donc c'est une ancienne bastide en fait, au bord de la Dordogne. Et c'est une ville qui est plutôt dynamique, qui s'est intégrée dans le dispositif Action Cœur de Ville, avec une mission qui est ambitieuse de développer la nature en ville pour s'adapter aux futurs changements climatiques. Et par des actions, des projets qui ont été conduits de végétalisation, de rénovation d'espaces publics, etc. Alors, bien sûr, ce sont des projets qui sont attendus par les citoyens, finalement. Et c'est une politique très ambitieuse qui va vers une ville durable. Bon, ça, c'est bien sûr un fil rouge que beaucoup de villes, beaucoup de services essaient de tenir, mais aussi de maintenir une ville à la fois vivable et vivante, notamment à l'orée 2030-2050, là où on a en tout cas des chiffres de changement climatique, des chiffres de température qui font que voilà, il va falloir s'adapter. Donc, dans l'idée de ce partenariat, finalement, c'était d'accompagner des projets qui étaient déjà lancés par la ville de Libourne et essayer de les aider à trouver d'autres actions pour continuer ce fil rouge, donc de maintenir une ville vivable et vivante. Donc, l'idée de cette mission, elle est intégrée. Pour nous, au CEREMA, elle fait appel à de nombreuses compétences, des compétences en biodiversité, en climat, en paysage, en gestion de l'eau, en botanique. Voilà, donc c'est un ensemble d'agents qui ont travaillé ensemble pour essayer de concevoir des méthodes et des outils pour servir au maximum cet objectif. Donc c'est une collaboration plutôt exigeante qui demande des échanges réguliers à la fois avec les services de Libourne, mais aussi avec tous les acteurs territoriaux locaux, enfin tous les services qui concernent l'aménagement du territoire. Donc ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est qu'il va aboutir, donc il est en cours, il va aboutir sur un site démonstrateur. Donc ça sera un site, lorsqu'il va être choisi, dans lequel il y aura des ateliers avec les habitants, des ateliers de co-construction sur un projet, où on va expérimenter des solutions techniques, on va également les évaluer, c'est ça qui est intéressant, des évaluations, et l'idée c'est de faire vitrine, un projet vitrine pour la population finalement, et j'espère qu'il fera aussi tache d'huile pour les villes aux alentours. Alors, j'ai tenu à faire deux petits zooms par rapport aux points qui étaient dans la diapo suivante, qui correspondent bien au sujet de cet après-midi, notamment la stratégie de plantation d'arbres. Alors, c'est un des objectifs de notre mission. Alors, on peut retrouver ce type d'objectif dans d'autres villes,
Dans d'autres pays également, on appelle ça plan canopé parfois. Voilà. Bon, pour Libourne, il s'agit d'une stratégie de plantation d'arbres. Et en fait, c'est une synthèse finalement de tous les sujets qu'on a abordés sur les tirés juste avant. Donc biodiversité, trame verte et bleue, tous ces travaux-là de désimperméabilisation finalement, de renaturation de la ville. Ben, en fait, on essaie de faire une synthèse avec les services, bien entendu. Et l'idée, c'est de prioriser où planter finalement dans la ville. Où planter et pourquoi? Quels sont les espaces, les quartiers qui sont prioritaires? Est-ce qu'il y a des établissements sensibles, vulnérables, du type EHPAD, cours d'école, etc. Donc, la ville a des budgets limités en termes de travaux, donc du coup, il faut mettre toute l'énergie sur quel point. Voilà. Donc ça, ce sont des choix politiques, et nous, on essaie de donner tous les outils pour que la ville choisisse. Et à partir de cette stratégie, nous, on offre des outils. Alors, l'idée, c'est l'outil Sésame. Alors, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Alors, Sésame, c'est quoi? Alors, c'est un outil qui a été réalisé, produit par le CEREMA pour, initialement, la ville de Metz, donc dans l'est de la France, donc dans un autre contexte, un autre climat, bien entendu. Et alors, c'est un acronyme. Hein. Alors, l'acronyme, j'ai un anti-sèche, c'est services écosystémiques rendus par les arbres, modulés par l'essence. Alors bon, sans être effrayé par cette définition, en fait, l'idée, c'est de considérer l'arbre sous l'angle des services qu'il rend. C'est-à-dire un arbre, il va offrir un certain nombre de services d'ombrage, de rafraîchissement. Il peut également offrir des services d'aménité paysagère à des habitants, donc la recherche d'espaces verts finalement, en temps de post-Covid, voilà, on ne l'a pas oublié non plus. Il peut également offrir des gains en valeur esthétique et paysagère, être intéressant sur certaines places pour faire un petit peu, pour mettre en valeur le patrimoine historique de la Bastide, par exemple. Voilà. Un certain nombre donc de choix de services que l'arbre peut offrir. Et donc cet outil permet, alors c'est un outil très simple qui est destiné vraiment aux services techniques de terrain. Et on a travaillé avec eux pour lister les végétaux qui sont adaptés bien sûr à Libourne, à partir de la liste initiale qui était plutôt est-nord de la France. Donc on l'a mise à jour et on a également mis des essences qui sont d'avenir. Parce que l'idée, c'est vraiment d'adapter les arbres, les plantations d'aujourd'hui à demain. Lorsqu'on plante un arbre, c'est pour 30 ans. Lorsque, évidemment, on l'a bien planté avec tout ce une bonne gestion, une bonne plantation, avec toutes les règles de l'art qui sont bien mises en place, c'est 30 ans, et à 30 ans, forcément le climat va changer. Donc on est obligé d'expérimenter des espèces qui actuellement peuvent fonctionner. Voilà, donc les services vont essayer de travailler grâce à cet outil pour faire évoluer finalement les plantations. Mieux planter avec les bonnes essences. Voilà. Pour aller plus loin, donc je vais passer la parole à Ingrid, qui j'espère est en ligne. En principe, si la technique ne nous fait pas défaut. Ingrid, voisin, vous m'entendez? est avec nous. Oui, on vous entend parfaitement. En fait, on a essayé d'illustrer avec 6 diapos un travail qu'on a pu faire sur les espaces publics. Hein. Donc, je dirais que la première que vous avez sous les yeux, c'est l'espace public des quais. Hein. Donc, c'était bien avant le partenariat avec le CEREMA, mais on se posait déjà des questions d'interaction entre finalement la nature et puis cette Bastide dont Jérôme vous a parlé. Donc, on a dans ces 6 diapos, je vais rester un petit peu sur la première, mais après j'irai plus vite. On a en gros 3 réalisations et puis 3 autres diapos qui pour moi sont un petit peu les défis, et on va se servir de tous les axes du partenariat pour y aboutir. Donc ce que vous avez sous les yeux, ce sont les quais de Libourne. Alors les quais de Libourne, ils sont à la confluence de 2 rivières, hein, l'Isle et puis la Dordogne, et ils étaient dévolus, c'était en 2015, hein, au moment du projet urbain, en fait, à du stationnement, comme un peu partout nos espaces publics, je le crains. Donc, il y avait 170 places de stationnement, il y avait même une voie qui passait sous le pont de Bordeaux. Et aujourd'hui, vous avez ça. Alors, évidemment, les images qui ont été sélectionnées, ce sont des images avec une certaine nature, mais vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de minéral qui reste. Et ça a été le parti pris de l'agence Terre, hein, qui a travaillé sur ce site-là, qui a été de dire, dans cette interaction entre la rivière
ses abords et puis la Bastide, il fallait dégager des perspectives, il fallait dégager la confluence. Et il y a eu un parti de minéralisation, notamment au niveau de la confluence, où on a créé une place de 1000 mètres carrés. Pour autant, et la question de la nature, elle a été, interrogée, notamment parce qu'à cette confluence, on s'est reculé vis-à-vis de la rivière et du tracé d'origine pour créer ce qu'on appelle un jardin de la confluence qui est fait d'espèces endémiques, en fait, qui sont là. Et ce jardin de la confluence, il permet d'intégrer un phénomène qui est très important à Libourne, qui est le phénomène de marnage. Vous avez, par l'effet de l'estuaire et par le mascaré, vous pouvez avoir de 2 à 4 mètres de différence de niveau de l'eau. Donc, il faut laisser quelque part l'eau s'écouler. Et cette architecture, en fait, de la trame bleue, finalement, que sont les rivières, eh bien, il fallait lui laisser un peu, j'allais dire, un peu d'espace. Donc, cette confluence, bien qu'on ait enlevé des arbres, on a en revanche créé ce jardin qui est une strate basse. Et puis, on a fait le choix aussi, évidemment, comme on avait enlevé des arbres, de compenser et de mettre des espèces beaucoup plus en lien avec la rivière. Parce que ce que vous voyez là sur les photos, c'est un mail de platane. Et évidemment, voilà, ces platanes-là, je dirais, ils ne se seraient pas mis à cet endroit-là très spontanément. Donc, on a replanté, mais plutôt dans le cadre d'un linéaire et en allant dans les parties les plus naturelles de la commune, finalement, des peupliers, des aulnes, des saules, enfin des espèces beaucoup plus en lien avec la rivière. Ce que je voulais vous dire là-dessus, par rapport à la correspondance finalement qu'on peut faire avec l'étude du CEREMA, c'est que évidemment on a valorisé la structure de la trame verte et bleue, mais après la question qui se posait, c'est comment est-ce qu'on rejoint finalement cet axe structurant avec le reste de la ville. Et là, il y a eu un travail très fin de repérage des différentes trames. Voilà. On a eu également le choix d'espèces adaptées au site. Et un autre élément qui me paraît intéressant à interroger, c'est que si vous le voyez très bien d'ailleurs sur les images, on a pris un matériau très clair. Alors, avantage par rapport à l'îlot de chaleur urbain, puisqu'on est en toute proximité, en tout cas, de la Bastide, qui est un des lieux repérés, évidemment, comme étant le plus apte à retenir la chaleur, notamment l'été. L'avantage, c'est que ce revêtement, il a un albédo qui permet de restituer, en fait, de renvoyer la lumière. Et donc, évidemment, il fait très bon le soir sur ces quais. Par contre, l'été, c'est une autre histoire. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas, avec une même réponse, répondre à toutes les questions. Deuxième élément, donc l'autre slide, alors c'est pas du tout celle-là, c'est celle de l'école de Carré. Moi, j'ai le projet d'échange pôle multimodal. Non, encore, plus avant. Alors, enfin bon, c'est l'école de Carré, encore. Voilà. Donc, simplement, là, vous dire qu'on est dans une stratégie qu'adoptent beaucoup de villes, qui est de dire, c'est finalement les espaces où la nature a jusque-là peu de place, ce sont les cours d'école. Et là, on a travaillé avec une agence de paysagistes qui s'appelle l'agence CLAP. Évidemment, il y avait un principe de plus de végétal et plus d'ombre. Mais ils ont organisé vraiment tout un travail. Il y avait 4 mûriers dans la cour, c'était pas grand-chose. Et autour de ces mûriers, ils ont travaillé toute une surface à désimperméabiliser. Et ça s'est fait en concertation avec le périscolaire, avec un animateur qui était très, très impliqué. Et vous voyez que cette cour d'école, non seulement elle est plantée, elle est désimperméabilisée à 50%. Sur la question aussi de la réflexion que peut avoir le sol, il y a des parties qui n'ont pas été plantées mais qui ont été peintes de couleurs vives, ce qui fait que là aussi on retient moins la chaleur. On a des bacs potagers et on a surtout tout ce qui concerne l'aspect pédagogique. Et ça, c'est assez important, en tout cas dans notre démarche à nous, Ville de Libourne, et c'est pour ça qu'on a demandé au CEREMA, sur l'ensemble des axes qu'il travaille, de permettre une vulgarisation pour expliquer pourquoi on a fait ça, et qu'à chaque fois, il y ait une démarche pédagogique derrière. Alors, c'est aussi parce qu'on travaille beaucoup la médiation, puisqu'on on candidate au label Ville d'art et d'histoire. Alors, c'est un point de détail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui devrait conforter cet aspect pédagogique.
Donc, sur la slide d'après, j'essaie d'aller vite pour respecter le temps. Autre stratégie. Là, c'est un espace qui est actuellement en chantier. Vous êtes en entrée de centre-ville. Vous êtes face aux casernes et vous avez un espace qui s'appelle le square du 15e Dragon, puisque à l'époque, il y avait, enfin, quand je dis à l'époque, c'est au 19e, le 15e Dragon était installé là. Un espace très traditionnel. Vous voyez un jardin typique, typique 19e, avec son petit kiosque, avec sa végétation. Et qui est aussi typique parce que dans les années 70, comme dans beaucoup d'endroits, on en a fait le tour via une voie. Donc en fait, aujourd'hui, ce n'est plus qu'un immense rond-point avec un jardin au milieu qui est très peu accessible. Eh bien, le projet, il constitue d'abord à ne plus faire un rond-point, mais à passer à côté de ce jardin et puis à en faire le tour différemment, à permettre d'y accéder et surtout, on parle de ce projet, on parle d'arboretum parce que, alors évidemment, il était de fait un arboretum parce qu'à l'époque, on avait tendance à planter des sujets un petit peu isolés, atypiques. Et on se dit qu'aujourd'hui, une des manières de le renouveler de manière contemporaine, on travaille avec l'atelier Ville et Paysages, c'est de faire que cet arboretum, on le conforte. Et donc là, évidemment, on va aller puiser dans les espèces, dans la fameuse démarche Sésame dont vous a parlé, le collaborateur, M. Romchamp. Donc, ce que vous dire aussi par rapport au quai sur cet espace-là, ce qui me semble intéressant à retenir, c'est qu'on a une stratégie totalement différente. Dans les quais, on était dans un espace très minéralisé avec quand même finalement peu de marge de manœuvre. Là, c'est finalement le jardin qui va aller s'étendre sur les bords et on double le nombre d'arbres qui est sur le site en introduisant une strate arbustive un petit peu différemment. Et en fait, l'idée, c'est que le véhicule, eh bien, finalement, il passe à travers un jardin puisque les bords de la place seront aussi plantés. Donc, on a ce travail d'un espace qui était peu utilisé et dont on souhaite retrouver une utilisation. On a le travail sur, finalement, les espèces qui seraient pertinents de mettre à cet endroit-là. On travaille aussi la perspective monumentale. Donc ça, c'est plutôt en termes d'aménagement, mais vous le voyez sur le plan. Le kiosque maintenant est accompagné d'une fontaine et mise en, les casernes qui sont finalement en fond de place sont mises en valeur. Et puis, on va travailler l'accessibilité piéton-cycle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on conforte la trame verte. Ça veut dire qu'on va se poser les questions de lien de cet espace-là d'entrée de centre-ville avec ce qui se passe dans le cœur de Bastille, avec ce qui se passe sur les quais, avec ce qui se passe dans les quartiers. Donc, c'est juste un point d'ancrage. On va utiliser l'outil Sésame et évidemment, on espère bien que dans cet endroit qui est pointé comme îlot de chaleur urbain, eh bien, on va avoir une action pertinente. Alors, les 3 dernières diapos qu'on a choisi de vous mettre, là, c'est plutôt les défis. Alors, d'abord, vous avez une image de PEM. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, parce que moi, je n'ai plus ce qui est projeté. Voilà. Nous avons l'image de la place de la gare, en tout cas quelque chose qui y ressemble. Donc ça, c'est absolument superbe. C'est un super terrain de jeu, j'ai envie de dire. Parce que, comme vous voyez, pour le rater, il faudrait vraiment être très fort. Donc, on est typiquement devant une gare qui s'est rendue accessible à l'automobile, qui est un espace complètement perméabilisé. Et il se trouve que cette gare, ce que vous ne voyez pas si on dézoomait, elle se trouve entre le square Joffre que je vous ai montré, la place Joffre que je vous ai montré, et un autre jardin pareil du 19e, qui est le jardin de l'Épinette. Et au milieu, il y a ça. Il y a une voie ferrée aussi qui, comme partout, à un moment donné, coupé les villes au milieu du 19e siècle, fin du 19e siècle. Donc, ça, c'est un peu notre défi aujourd'hui on appelle ça le pôle d'échange multimodal. Franchement, ça fait rêver personne, mais ce qu'on est en train de constituer, c'est plutôt un quartier qui va probablement s'urbaniser différemment par la mise à
disposition, le terme est un peu, est un peu galvaudé, mais enfin la mise à disposition de la SNCF de certains terrains au profit d'une forme d'urbanisation. Donc là, on aura des terrains qui continueront d'être imperméabilisés, mais enfin l'idée, c'est quand même d'amener de la désimperméabilisation, d'amener du végétal. Et je ne sais pas si ce sera site pilote, site expérimental pilote, nos élus ne sont pas encore décidés, mais en tout cas, on a là quelque chose pour lesquels on pourrait utiliser tous les aspects du partenariat, la sélection du type d'espèce, la trame verte, la désimperméabilisation, et puis l'outil Sésame, oui, voilà, à travers, et puis l'îlot de chaleur urbain, bien sûr, pour y répondre. La deuxième défi, alors celui-là, c'est la slide d'après, c'est la place Saint-Jean. Ça aussi, ça m'apparaît très intéressant, en tout cas, personnellement, parce qu'on est dans une place avec une église qui est l'église d'origine. Donc, Libourne, on le situe souvent comme bastide parce que ça s'est développé au XIIIe siècle. Hein, on a eu la création vraiment d'une bastide, mais elle ne s'est pas faite ex nihilo. Elle s'est faite sur un ancien bourg médiéval, et cet ancien bourg médiéval comportait probablement d'ailleurs à l'endroit de l'église Saint-Jean actuelle, déjà un espace, voilà, une petite église qui est devenue l'église Saint-Jean, que l'on voit de partout quand on arrive à Libourne, qui a aujourd'hui son clocher en restauration, sur lequel on a un énorme projet qu'on suit avec la DRAC de restauration globale intérieure-extérieure. Hein. On est sur des budgets quand même assez colossaux, notamment pour une ville moyenne, hein, puisqu'on est à 8 millions intérieur-extérieur, plus les aménagements d'espaces publics, l'assainissement et le reste. Donc, cette église Saint-Jean, c'est assez intéressant parce que sur un défi tel que la nature en ville, sur le dessin que vous voyez, c'est plutôt un dessin de pré-programme, hein, c'est celui qu'on avait mis dans le cahier des charges. Et en fait, cette place, elle est déjà plantée. Elle est déjà plantée et la question, c'est pas tant de la planter plus, puisqu'on a la notion de patrimoine, de dévoilement du monument. Hein. Donc là aussi, il peut y avoir une concurrence aussi avec si on plantait trop, hein, quelque part. Mais par contre, on est là aussi sur une place où on a 130 voitures. Donc l'idée, c'est évidemment d'enlever ces 130 voitures. Pourquoi ? Pour faire que les arbres qui sont plantés soient déjà mieux respectés. Planter un arbre, c'est bien, mais lui donner la possibilité de croître et donner la possibilité aux piétons de s'arrêter sous son couvert, c'est plutôt encore mieux. Donc, le projet vers lequel on s'achemine aujourd'hui, c'est de passer de 130 places à entre 30 et 50. Hein. Donc, il y a un vrai travail d'enlever les voitures, d'introduire peut-être une strate arbustive moyenne, hein, qui aujourd'hui n'existe pas sur la place, et d'assumer que le devant de la place, par les fonctions de l'église, eh bien, on aura plutôt un parvis plutôt minéral. Donc là, voilà, on tenait à vous montrer cet exemple parce que finalement, pour nous, le travail nature en ville, c'est pas forcément mettre de la nature partout, c'est mettre de la nature là où c'est pertinent, même si on essaie d'être vertueux en quantité. Mais je crois que ce qu'apporte le travail du CEREMA, c'est surtout la question de la qualité. Et enfin, la dernière image, qui est Il va falloir conclure, si vous pouvez aller un petit peu plus vite, parce qu'on a beaucoup de questions. Merci. C'est ma conclusion, ne vous inquiétez pas. Non, c'est juste vous dire que, évidemment, là, vous avez une image typiquement d'une rue de la Bastide. Hein, les rues de la Bastide, elles font entre 4 et 10 mètres. Donc, ce n'est pas forcément par l'arbre de tige qu'on va trouver des réponses, mais c'est peut-être aussi par ce type de réponse-là. Que vous voyez, où on essaie de se dire de quelle manière on peut introduire le végétal. Et ce n'est pas forcément le public sur l'espace public, ça peut être le public avec le privé dans un cadre qui reste à déterminer. Voilà. Grand merci, je crois qu'on peut vous applaudir pour ce travail. Et il était important de nous garder un peu de temps pour la discussion, parce que je crois voir apparaître beaucoup de questions dans le chat. On va y venir tout de suite. Alors peut-être, moi j'en ai quelques-unes déjà pour démarrer. On en a aussi dans la salle, donc on va essayer d'en prendre plusieurs pour que vous puissiez répondre à plusieurs questions à la fois et qu'on trouve le temps de le faire.
J'avais deux premières questions. Vous parliez de vulgarisation tout à l'heure, notamment de pédagogie auprès des élèves. En fait, la meilleure vulgarisation, vous venez de nous la faire, c'est la réalisation. Et donc ma question c'était, est-ce qu'aujourd'hui les habitants, les usagers, qui ne sont pas forcément tous des habitants d'ailleurs, de Libourne, ont conscience de l'effet positif de ces aménagements végétalisés? Alors je le dis d'autant plus que parfois ils viennent contrecarrer une autre pratique qui est celle de l'utilisation de la voiture jusqu'au dernier kilomètre, voire jusqu'au dernier mètre. Et le dernier exemple que vous nous donniez sur la place Saint-Jean montre que voilà, c'est quand même un choix, une stratégie qui a à la fois des gagnants et des perdants d'une certaine manière, même si on peut estimer qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au dernier mètre en voiture. Donc ça, première question, comment les habitants le reçoivent et comment du coup ils s'impliquent peut-être dans la suite du dispositif et du processus de végétalisation. Et puis une deuxième question que vous avez abordée à la fin, c'est celle de la relation avec le patrimoine monumental et historique. Vous avez la chance de travailler dans une ville qui est extrêmement qualitative du point de vue patrimonial, vous l'avez dit, hein, la Bastide, les quais, un certain nombre de monuments importants. On voit apparaître parfois des tensions, vous le disiez. Alors vous disiez concurrence, il ne faut pas dire des contraintes, mais en tout cas quelque chose qui se joue dans l'articulation entre la protection du patrimoine, sa valorisation, sa visibilité et la végétalisation, la plantation. Dans toutes les villes de France, d'ailleurs, petites ou grandes. À Paris, c'est un sujet assez permanent également. Et donc, comment est-ce que se joue cette relation peut-être entre le patrimoine bâti et le projet de végétalisation? Puis je prends encore une question dans la salle et puis après, on passera à une série de questions dans le chat. Oui, c'était justement une question sur les habitants. Pardon. Oui, je dis la question. Oui, sur le sujet des habitants, est-ce qu'ils ont été associés à un moment donné du projet? Est-ce qu'il y a eu des phases de concertation? Est-ce que si ça se passe, est-ce que ça se passe par zone, par quartier de Libourne? Comment les usagers futurs s'approprient ces projets? Alors, pour chaque projet, en fait, on a une concertation le plus en amont possible. Ça veut dire avant même d'avoir choisi un maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'on fait travailler, on s'entoure pour le coup de professionnels hein, qui vont organiser un ou plusieurs ateliers sur la base de qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous déplaît aujourd'hui, comment vous pratiquez cet espace et comment vous le pratiqueriez demain. Et on part sans images, c'est-à-dire plutôt des pratiques et des ressentis. Et je pense que ça aide beaucoup à l'appropriation du lieu par la suite. Évidemment, on a aussi des supports d'information, hein, au-delà des supports traditionnels, mais on a initié il y a 2 ans à Libourne un petit document qu'on a appelé la Gazette du patrimoine, et dans lequel finalement toute intervention sur l'espace public d'une certaine nature est expliquée et avec un document que l'on distribue. On organise aussi des visites pour les nouveaux habitants. Chaque année, il y a une journée avec les nouveaux habitants et on leur fait visiter les projets. Actuellement, on fait une exposition où on parle du patrimoine de la ville, mais on le met en lien avec le projet urbain, c'est-à-dire qu'on n'en reste pas. On a sorti des éléments du patrimoine mobilier et des archives, mais on leur montre aussi que les espaces publics, c'est leur patrimoine et qu'ils ont eu une histoire et qu'on est en train de bâtir l'histoire contemporaine. Bref, je pourrais vous en parler longuement, mais ce qui est certain, c'est que nous utilisons tous les canaux de médiation et depuis les enfants, avec des actions dans les écoles. On a monté également un atelier d'architecture qui est donné par une architecte qui fait travailler, dès lors qu'on a un espace public qui va se transformer, on propose des stages qu'on a appelés Archikits, hein, ou 7-10 ans à peu près. Hein. Et les enfants vont travailler sur le devenir de la place et appréhender les questionnements. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus parce que sinon on en parlerait beaucoup. Sur la question plutôt articulation patrimoine et végétalisation. En fait, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de poser la question en amont et de réunir l'ensemble des acteurs. On a souvent considéré, par exemple, qu'on a toujours peur d'un sous-sol très riche, hein, on appréhende tous la fouille, hein, mais pour autant, on est aussi très intéressé par cette notion de fouille. Je vais vous donner juste un exemple sur la place Saint-Jean, puisque je vous en ai parlé.
Sur la place Saint-Jean, on a décidé, on le fait aujourd'hui désormais pour tous nos espaces publics, de faire des diagnostics préventifs, puisque l'État nous laisse la possibilité soit d'attendre de tomber sur quelque chose, soit d'essayer de voir un petit peu ce que contient le sous-sol pour commencer à se questionner sur qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le sol lui-même. Et sur la place Saint-Jean, donc il y a eu cette fouille préventive qui finalement n'a révélé qu'une chose qu'on savait déjà, à savoir que comme autour de toutes les églises, il y a des cimetières et que forcément on se retrouve avec des sarcophages. Bon, ben là, le parti pris très clairement, c'est de se situer au-dessus d'essayer de travailler finement les niveaux, de ne pas faire un geste incroyable, mais simplement de se dire, voilà, il y a des vestiges, ces vestiges, on les garde, et on se place au-dessus, et probablement la forme de la végétalisation va être de se placer dans des bacs, mais qui vont être aménagés de telle sorte que ce ne soit pas simplement des bacs, que ça puisse être par exemple des bancs avec des petits jardins type jardin de curé. Enfin, c'est-à-dire qu'on prend la question qui se pose liée au patrimoine, la perspective, les fouilles, etc., comme une manière d'interroger le projet. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile, parce qu'il y a toujours des craintes, mais on la pose à la discussion. Et pour faire le lien avec la question préalable des habitants, ce qui est intéressant, c'est le dialogue, et le dialogue qui peut se faire aussi entre les habitants. Souvent, on a tendance à être dans une concertation où on a nos élus face aux habitants. Et bien là, finalement, ce sont les habitants qui finissent par se parler entre eux, et nous, on s'efface. Et les choses se résolvent d'elles-mêmes. Merci. On va quand même prendre encore quelques minutes pour entendre les questions qui sont posées dans le chat et qui sont très nombreuses, que va nous résumer Florentin. Oui, alors vous avez pu présenter les outils pour intervenir sur l'espace public, et nos participants en ligne s'interrogent sur les outils qui sont envisageables pour intervenir sur l'espace privé. Et une seconde question concerne plus spécifiquement le point de vue économique et la manière dont sont calculés et intégrés les frais de fonctionnement et l'entretien de ces plantations sur l'espace public. Merci pour vos réponses. Réponse rapide, s'il vous plaît, pour qu'on puisse aborder le sujet. Alors, écoutez, espace public, espace privé, en fait, je n'ai pas la réponse. Aujourd'hui, notre réponse par rapport à l'espace privé, c'est une réponse de recensement. C'est-à-dire que le travail du CEREMA a recensé, évidemment, la trame verte, y compris sur les espaces privés. Mais on n'a pas encore la réponse enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas encore du comment agir. Je pense que c'est une question à se poser. Sur les frais de fonctionnement et d'entretien, bien, c'est une de nos réelles difficultés. Et c'est pourquoi ce qu'a permis l'étude qu'on mène avec le CEREMA, c'est d'associer, y compris nos équipes de jardiniers. Par exemple, dans la sélection d'espèces, nos jardiniers ont été présents. Alors au départ, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient là, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans une salle. Et comme ils nous disent tellement de choses à faire à l'extérieur que franchement, je ne me sens pas légitime. Et finalement, ça a été d'une grande richesse. C'est-à-dire qu'ils ont aidé au diagnostic, à la sélection des espèces et au pourquoi, et aux caractéristiques que pouvaient apporter ces espèces. Maintenant, on a du mal à trouver l'équation. Je vais pas vous mentir sur le sujet. C'est un peu moi, j'ai travaillé dans plusieurs collectivités et c'est un peu la difficulté, c'est qu'on s'adresse à nos maîtres d'œuvre en leur demandant généralement un cahier des charges d'entretien. Enfin, moi, je le fais en général quasi systématiquement. C'est-à-dire que l'espace, il est livré avec un cahier des charges d'entretien, sauf qu'il suffit que la personne qui est travaillée au projet change, on oublie de le regarder et puis on ne le fait plus vraiment. Et pour autant, nos équipes de jardiniers, elles ne croissent pas à la hauteur de ce que croissent nos espaces publics. Alors, je suis absolument ravie de travailler avec une équipe municipale qui a décidé de faire des espaces publics et d'aménager. Mais on se pose évidemment toutes les questions liées à la consommation d'eau, liées à l'outil Sésame aussi nous aide. Mais c'est vrai que ça reste un sujet à conforter pour moi. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Ingrid Voisin-Chadouin de la ville de Libourne et Jérôme Champre du CEREMA. J'espère que vous nous inspirerez beaucoup, en France entière, du nord au sud et de l'est à l'ouest, avec vos initiatives. Merci.